Alors ce soir, nous accueillons justement dans le cadre de cette pièce, cette adaptation d'Annie Ernaux, nous accueillons ma voisine, qui est Isabelle Charpentier, qui est professeure à l'Université Picardie-Jules Verne, et qui a consacré un certain nombre de travaux à Annie Ernaux. Je crois qu'elle a consacré sa thèse, si je ne me trompe, qui était sur les travaux sur la réception d'Annie Ernaux, sur les réactions de lecteurs. Je sais que vous avez aussi publié un certain nombre d'articles justement sur cette question, comment les lecteurs ordinaires, pas les critiques, pas les professeurs, mais les lecteurs ordinaires réagissent au livre d'Annie Ernaux. Donc ça fait parfaitement le lien, je crois, avec la conférence précédente où nous avons justement évoqué cette écriture et ces choix d'écriture d'Annie Ernaux qui font qu'elle est actuellement un auteur, on peut dire un auteur populaire. Alors je ne vais pas durer très très longtemps parce que je sais que vous êtes très impatiente d'écouter Isabelle. Donc la conférence qu'elle va nous proposer, qui est sur les conditions de production et la réception des écrits d'Annie Ernaux, va être cette fois-ci, contrairement à la conférence précédente, plus orientée vers les questions de sociologie, d'histoire aussi, peut-être de chronique, et puis de ce qu'on a appelé l'auto-socio-biographie, et non pas l'autobiographie toute simple. Donc, c'était dit qu'on allait vous demander. Donc, en quoi l'œuvre d'Annie Ernaux apparaît justement au croisement de ces différentes disciplines, la sociologie, l'histoire, la littérature, et puis en quoi Annie Ernaux est-elle toujours, plus que jamais, je pense, une auteure ou une autrice dont les écrits concernent tous les lecteurs aujourd'hui. Merci. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, j'ai consacré une thèse de sciences politiques. C'était donc un objet, on va dire, un peu hétérodoxe, surtout à l'époque, que j'ai commencé en 92 et que j'ai achevé en 99, qui portait donc sur les conditions de production et de réception de l'œuvre d'Annie Ernaux, qui à l'époque était pas du tout connue en France, enfin en tout cas assez peu, au sens où elle n'était pas du tout étudiée dans les départements d'études littéraires. Ce qui était un peu étonnant puisqu'elle avait obtenu en 1984 le prix Renaudot pour la place, donc il y avait déjà une forme de consécration littéraire. Par ailleurs, c'était ce qu'on peut appeler une grosse vendeuse, à partir notamment du prix Renaudot qui a augmenté considérablement les chiffres de vente. Et donc cet objet m'intéressait puisqu'en fait à l'époque Annie Ernaux en France était surtout suscitait surtout l'intérêt des sociologues qui commençaient à s'intéresser à son œuvre et à la forme d'écriture très particulière qu'elle propose, qui n'est pas à proprement parler une autobiographie, puisque comme elle le dit elle-même, il n'y a personne dans mes livres, et qu'elle vise ce qu'elle appelle une écriture liée à un jeu transpersonnel, qui vise finalement à dépasser en fait les destins très singuliers qu'elle évoque, en particulier ceux de son père et de sa mère, pour les resituer dans une communauté plus large de petits mobiles socio-ascendants que sont ses parents, pour parler comme les sociologues, puisque ses parents sont d'origine rurale. Son père est ouvrier agricole au départ. Sa mère, j'y reviendrai un peu plus précisément, mais elle est aussi ouvrière dans deux types d'usines, avant de pousser son époux à acheter un commerce. Et ils vont donc devenir des petits épiciers cafetiers dans une petite ville normande, à Yvetot. Donc une première ascension sociale pour les parents, mais qui évidemment va parachever leur fille sous les incitations constantes de sa mère, donc qui tient évidemment une place importante dans sa trajectoire. Alors ce qui m'a intéressé dans ce travail d'Ernaux, que moi j'ai donc étudié précisément dans la thèse pour la période 1974, donc le premier récit qui est une autobiographie qu'on appelle romancée, c'est-à-dire une fausse autobiographie, puisque le texte, comme celui qui va suivre, Ceux qui disent ou rien, est catalogué par l'éditeur dans la catégorie roman, alors que les autres textes seront qualifiés de récits par l'auteur
est classé par Gallimard dans la catégorie autobiographie. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler sur les conditions de production du premier roman à partir de 1974 jusqu'aux 2 derniers publiés au moment où ma thèse s'achève, donc les 2 ouvrages de 98, La honte et Je ne suis pas sortie de ma nuit. Et puis après ma thèse, j'ai eu l'occasion de continuer à travailler sur ces écrits, mais je me suis arrêtée en 2008 avec la publication de l'ouvrage qui va la consacrer en fait, dans l'espace littéraire français qui est Les Années, et qui va lui permettre d'accéder aux publications les plus prestigieuses, avec notamment l'ouvrage Écrire sa vie. Donc ce qui m'a intéressée, c'est en fait plusieurs choses. D'abord, c'est cette forme d'écriture très particulière qui se revendique entre la littérature, la sociologie et l'histoire, qui prétend rester en dessous de la littérature tout en donnant tous les gages d'une qualité littéraire, d'un travail sur l'écriture, et qui cherche à subvertir les frontières entre 2 genres qui sont traditionnellement ennemis, qui se sont construits historiquement en termes de discipline universitaire comme des genres ennemis, la littérature et la sociologie. Alors ça ne concerne pas que la France, ça concerne d'autres pays européens, on trouve la même chose en Allemagne en particulier, mais historiquement la sociologie va se construire contre la littérature et contre une littérature en fait bien particulière qui est la littérature réaliste. Et donc Annie Ernaux entend brouiller les frontières entre les genres, et elle va le faire en raison de la trajectoire sociale très particulière qui est la sienne, celle de ce qu'on appelle en sociologie, alors il y a plusieurs appellations selon les auteurs, elle reprend à son compte l'appellation que donne un sociologue britannique qui est Richard Hogarth, qui est l'auteur d'un texte qui s'appelle La culture du pauvre, et qu'il a sous-titré Autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises. Lui parle de transfuge de classe. D'autres auteurs parlent de métis sociaux, notamment l'un des traducteurs d'Hogarth en France, qui est Claude Grignon, parle de métis sociaux. On parle aussi de déclassés par le haut, c'est-à-dire par le biais de l'école. Annie Ernaux, c'est la figure de la boursière, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc des déplacés par le haut dans l'espace social, des mobiles sociaux ascendants, et dans le cas d'Annie Ernaux, très ascendants, puisque elle va obtenir à la fin de son cursus une agrégation de lettres modernes, et qu'elle va devenir un écrivain public, reconnu par le public dans un premier temps et par la critique dans un second, beaucoup plus tardivement en fait, à succès. Et donc ce parcours de sortie de la catégorie sociale d'origine, donc des milieux populaires ruraux normands, lui donne un regard très particulier sur sa trajectoire, donc une posture d'entre-deux, ce qu'on appelle aussi en sociologie les habitus clivés, c'est-à-dire qu'elle est dans une situation d'entre-deux, qu'elle va expérimenter cette trajectoire de sortie de la classe d'origine avec un sentiment de trahison, trahir sa classe, de honte sociale, notamment la honte des parents, j'y reviendrai aussi, la honte d'avoir honte de ses parents aussi, qui est un affect, on va dire, qui est particulièrement important pour comprendre la vision du monde de ces transfuges. Donc ce parcours d'entre-deux qui va lui donner une sorte d'avantage pour étudier de l'extérieur les trajectoires biographiques qui sont comparables à la sienne. Donc cet aspect-là m'intéressait. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'elle a fait des études de lettres, mais que très rapidement, elle s'est intéressée à la sociologie, donc de façon un peu archéologique. Par exemple, j'ai réussi à voir qu'elle faisait partie des premiers abonnés de la revue de Pierre Bourdieu avec de la recherche en sciences sociales. Pierre Bourdieu qui est une filiation intellectuelle qu'elle revendique souvent bien avant des filiations littéraires, et qu'elle s'est intéressée à la sociologie et que les sociologues se sont très rapidement intéressés à elle, puisque par exemple avant de figurer dans des manuels de français en direction des lycées, elle a figuré dans des manuels de sciences économiques et sociales pour les filières type Bac B et aujourd'hui SES. Et donc il y avait un usage en fait qui commençait à se développer de la part des sociologues, et c'est comme ça que
aussi, mon intérêt a été porté sur son travail. Et donc, j'ai découvert à cette occasion-là qu'effectivement, elle ne suscitait aucun intérêt dans les études littéraires. Alors même qu'à l'époque où je commence mon travail, au début des années 90, elle commence à être, par contre, beaucoup étudiée dans les universités anglo-saxonnes, essentiellement au départ britanniques, et puis depuis américaines notamment. Mais elle n'est pas dans n'importe quel département là non plus. C'est effectivement plutôt des départements d'études littéraires comparées. Ce sont des départements où elle est essentiellement étudiée par des femmes, et ça reste très largement vrai aujourd'hui. Je connais très peu de travaux sur Annie Ernaux qui sont réalisés par des hommes, chez les littéraires, j'entends. Et parce qu'elle est saisie par les universitaires britanniques sous l'angle de ce qui commence également à prendre de l'ampleur à l'époque, qu'on appelle les gender studies, les études de genre. Et donc, ce qui intéresse les littéraires britanniques, c'est plus la dimension de domination masculine que l'on peut trouver dans certains de ces récits, que les questions relatives à la domination sociale. Et puis ensuite, très rapidement, ces littéraires britanniques vont s'intéresser à cette question, mais sous un angle qui n'est pas directement un angle sociologique. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui va m'intéresser dans ce travail d'Annie Ernaux, c'est le renversement des passions critiques. Donc c'est un auteur qui est reçu, on va dire, de façon assez distanciée dans un premier temps, c'est-à-dire pour ses premiers textes, notamment les deux premiers, Les Armoires vides et Ceux qui ne disent rien, selon des principes que j'essaierai d'évoquer tout à l'heure, mais globalement elle bénéficie d'un succès d'estime, on va dire, jusqu'à l'attribution du prix Renaudot à la Place en 84. Qui marque par ailleurs un changement dans son écriture, j'y reviendrai aussi, c'est d'ailleurs le seul changement qu'elle revendique dans son œuvre, c'est le passage à une autobiographie explicite, mais plus précisément encore à ce qu'on peut qualifier d'autosociobiographie, donc je reviendrai aussi sur le terme. Et donc là, à partir de l'attribution du prix Renaudot à la Place, d'une certaine manière, elle devient un point de commentaire obligé pour les critiques journalistiques de la presse parisienne en particulier, qui ne peuvent pas faire autrement que d'essayer de commenter ces textes, des textes qu'ils ont beaucoup de mal à classer et qui leur posent du coup un certain nombre de problèmes, notamment en raison de l'écriture très simple qu'elle commence à développer, une écriture qu'elle appelle plate, blanche, en fait qui est une écriture qui est dépouillée des attributs stylistiques ordinaires en littérature pour aller vers le plus simple. Donc elle s'en explique, puisque cette écriture a aussi revêt pour elle des enjeux qui sont sociaux, quel lecteur elle veut toucher, et des enjeux politiques. Mais les choses changent brutalement avec la parution en 1992 de Passion simple, qui entraîne un bouleversement complet des retournements critiques. C'est-à-dire qu'on va constater, chez un certain nombre de critiques qui l'avaient reçu plutôt positivement, même si de manière distanciée auparavant, un retournement complet de perspective, puisque à l'occasion de la parution de cet ouvrage, ils vont jusqu'à revisiter négativement l'ensemble de l'œuvre antérieure de l'écrivain. Donc des retournements complets à l'occasion de Passion simple. Alors Passion simple, c'est effectivement un moment charnière dans son œuvre, déjà parce que ça va lui ouvrir des lecteurs qui sont un peu différents de ceux qu'elle avait auparavant en termes de profil sociologique, mais aussi parce qu'elle semble, je dis bien elle semble, s'y éloigner de ses thématiques habituelles, qui étaient les thématiques de la distance sociale, de la honte des origines, etc. Et elle y raconte donc la passion qui va l'unir pendant quelques années avec un diplomate issu des pays de l'Est. Elle a plus de 50 ans et elle va retrouver en fait des habitudes qui sont plutôt considérées comme caractéristiques des femmes de milieu populaire, puisqu'elle va consacrer tous les mois où elle vit cette passion à cette passion.
Donc elle arrête de passer l'aspirateur, puis Passion simple contient ces éléments. Elle arrête de passer l'aspirateur, elle écoute Sylvie Vartan, elle fait des vœux dans les églises, elle donne des pièces au SDF, etc., etc. Et elle va donc aussi émailler le récit d'un certain nombre de références qui font directement écho à ces conditions d'adolescence en milieu populaire. Sauf que c'est une agrégée de lettres, elle est considérée comme une lettrée, et donc ces mentions finalement de la culture populaire, ajoutées au fait que c'est une femme de 50 ans qui raconte une passion très charnelle, qui plus est pour un homme qui est plus jeune qu'elle, tout ça va déchaîner en fait les passions critiques et conduire à cette revisite en fait très négative de toute l'œuvre antérieure. Et cette réception extrêmement négative de la critique littéraire, alors même que l'ouvrage connaît un succès public très, très important, fait qu'Annie Ernaux va de plus en plus s'intéresser à la sociologie et qu'elle va en faire une espèce de ressource défensive, distinctive, qu'elle va de plus en plus mobiliser dans les commentaires critiques très abondants qu'elle donne dans la presse à la parution de chaque nouvel ouvrage. Alors ça aussi, c'était une dimension qui m'intéressait, puisque Annie Ernaux fait partie de ces auteurs qui cherchent à encadrer leur réception. Donc il y a dans les textes eux-mêmes une espèce de mode d'emploi sur la façon de les lire. Elle dit voilà ce qu'ils sont, voilà ce qu'ils ne sont pas, voilà ce que vous devez comprendre, voilà ce qu'il ne faut pas comprendre, voilà ce que je fais, voilà ce que je ne fais pas. Alors là, il y a tout un tas d'éléments qu'on peut évoquer. La distance qu'elle prend avec le terme d'autofiction, par exemple, son rejet de la psychanalyse, le fait qu'elle revendique une écriture à dimension féministe, mais en aucun cas une écriture féminine. Enfin bon, bref, elle prend position dans les textes mêmes, dans un certain nombre de débats qui traversent le champ littéraire. Mais elle le fait aussi dans les discours d'accompagnement qu'elle livre dans la presse à la parution de chaque nouvel ouvrage. Donc elle multiplie les interviews à cette occasion-là, où elle explique ce qu'elle est en train de faire. Donc ça faisait aussi partie pour moi des matériaux qu'on pouvait exploiter. Et on constate qu'elle mobilise de plus en plus la ressource sociologique. Et en particulier, elle mobilise ce que les sociologues écrivent sur elle. Donc à partir du milieu des années 80, elle est invitée dans pas mal de séminaires de sociologie, notamment à l'INED, qui porte sur la famille, par exemple, ou sur les trajectoires des transfuges de classe. Et puis, donc moi, je la rencontre à partir... je ne l'ai pas rencontrée tout de suite, pas la première année. Je l'ai rencontrée au bout de 2 ans, en fait, parce que je voulais avoir accès à son courrier des lecteurs. Alors le courrier des lecteurs, c'est un matériau qu'à ma connaissance, j'ai été la seule à pouvoir exploiter pour un auteur vivant. C'est un matériau qui constitue une source possible pour les historiens, mais les auteurs vivants sont même très jaloux de ce type de matériau. Mais moi, je voulais y avoir, j'espérais y avoir accès, parce que j'avais entendu dire que d'abord, elle gardait toutes les lettres qu'elle avait reçues depuis la publication du premier texte en 1974, donc ce qui est vrai, et qu'elle y répondait individuellement. Alors ça, c'est très important aussi pour comprendre le fait que ceux qui ont commencé à la connaître et qui vont s'autoriser à lui écrire, parfois vont lui écrire à la parution de chaque nouvel ouvrage. Donc c'est aussi un matériau qui permet de reconstituer des trajectoires en fait, de lecteurs, puisque comme elle répond individuellement, les gens continuent en fait de lui écrire. Et donc je l'ai contactée assez tardivement. Je voulais faire des entretiens aussi biographiques avec elle, mais je voulais surtout récupérer ce courrier. Alors évidemment, je ne savais pas comment elle allait réagir, et ce que je savais encore moins, c'est qu'en fait, j'avais déjà publié un ou deux articles avant, donc au tout début de ma thèse, et il se trouve qu'en fait, elle les avait lus, notamment un où j'évoquais justement cette évolution de ses réceptions, et où j'essayais de proposer une objectivation sociologique de sa trajectoire un peu différente de ce qu'elle proposait elle-même, puisqu'elle propose une analyse de sa trajectoire qui est plausible sociologiquement, et dans lesquelles il y a tout un tas de pans qui sont passés sous silence, notamment par rapport à son engagement politique, qui était beaucoup moins clair à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, ou de ses engagements féministes.
Voilà. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone, hein, le tout premier contact était assez étonnant parce que elle m'a tout de suite dit « Ah ben, je me demandais si vous alliez me contacter un jour. » Donc oui, j'aimerais bien vous rencontrer, ce que vous écrivez sur moi m'intéresse. Et moi, je me disais « Oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est le courrier. » Donc, on s'est rencontrés effectivement assez vite. Et donc, elle m'a donné accès sans aucun contrôle à ce courrier des lecteurs. Donc, elle m'a vraiment facilité la tâche. Donc, je me suis retrouvée en possession d'à peu près 2400 lettres donc de 74 à 98. Donc, qui a constitué l'un des matériaux évidemment clés pour ma thèse. Voilà, et du coup, on a fait plusieurs entretiens ensemble, avec parfois des moments un peu étonnants où dans certains colloques, on intervenait toutes les deux, c'est-à-dire que j'avais mon objet à côté de moi. Enfin, c'est un truc pas très courant quand même en sociologie. Voilà, alors donc, elle produit ce qu'on appelle une autosociobiographie. Alors le terme, elle l'utilise, mais elle utilise plutôt, elle, jeu transpersonnel. À la croisée, donc, mais une croisée ambivalente entre l'autobiographie littéraire et ce que les sociologues appellent l'autosocio-analyse, qui est un exercice qui avait été initié par Pierre Bourdieu lui-même, hein, dans un petit ouvrage qui s'appelle Esquisse pour une autosocio-analyse. Bon, c'est vraiment une esquisse, hein, parce que depuis, on a fait mieux quand même. Bourdieu donne à voir ce qu'il avait évidemment envie de donner à voir, mais on est loin du programme qu'il évoque lui-même. Il ne s'auto-applique pas, malgré le titre de l'ouvrage. Et cette perspective, on la trouve effectivement à partir de Laplace, hein, dont je disais que c'était le seul moment de rupture qu'elle reconnaît dans son écriture, le passage à l'autobiographie explicite, mais une autobiographie à dimension sociologique. Et puis, évidemment, cette idée, elle est reprise dans Une femme, qu'elle publie en 88, où elle retrace la vie de sa mère, et où elle a cette formule qui sera par la suite très largement commentée, et qui est « Ceci n'est pas une biographie, ni un roman naturellement. Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé, dont elle a voulu sortir, devienne histoire, pour que je me sente moins seule et factice dans le monde dominant des mots et des idées, où selon son désir, je suis passée. » Et c'est également dans ce texte qu'elle situe délibérément son œuvre au-dessous, dit-elle, de la littérature, quelque part entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Autrement dit, à la croisée de l'autobiographie littéraire et de l'autosocio-analyse, chère à Bourdieu et dont elle se réclame. Alors, moi, mon travail consistait pas, je ne suis pas littéraire, donc mon travail consistait pas à rentrer dans les luttes de classement et de définition interne au champ littéraire, pour savoir si Ernaux s'inscrit dans tel ou tel genre littéraire, ni même prendre parti pour l'une des définitions multiples et réversibles par ailleurs de l'autobiographie. Mais clairement, on a affaire à une autobiographie familiale, en tout cas, au sens large du terme, c'est-à-dire que tous les récits qu'elle propose sont fondés et déclinent son expérience, mais une expérience qui est davantage familiale et plus largement collective que personnelle. Mais c'est justement à partir de Laplace que l'auteur et la narratrice constituent une seule et même personne, même si le personnage principal du récit, ça n'est pas elle, hein, c'est respectivement le père ou la mère de l'auteur. Elle le dit d'ailleurs dans un entretien, hein, « La famille ne m'intéresse pas comme cellule, le concept de famille me serait même assez suspect, elle m'intéresse comme lieu où se vivent, se transmettent les déterminismes socio-économiques, culturels, comme lieu de représentation différente du monde selon les classes. » D'où le projet de devenir ethnologue de soi-même. Alors ce projet d'être ethnologue de soi-même, elle va le rendre possible en raison de ses connaissances sociologiques, mais aussi en raison de la méthode qu'elle utilise pour écrire. Quand elle écrit un nouveau texte, si on accepte les journaux qui ont été écrits de façon cursive, là pour le coup, et à part, elle se fonde sur différentes sources. D'abord sur des journaux qu'effectivement elle tient, mais qui ne sont pas publiés, ceux-là, depuis qu'elle est adolescente, mais aussi sur d'autres types de sources, des coupures de presse, des photographies familiales,
ou d'autres types de matériaux, des matériaux visuels. Bref, elle travaille un peu comme le faisait Zola, hein, et elle accumule un matériau de type ethnographique, sur la base duquel donc, elle va écrire. Alors ce projet de devenir ethnologue de soi-même, c'est un projet qui est nécessairement ambigu, puisqu'elle va utiliser pour ce faire un vecteur qui est quand même d'abord et avant tout littéraire. Et que par ailleurs, dans les discours d'accompagnement de l'œuvre, elle n'aura de cesse de montrer à quel point ce qu'elle fait est bien de la littérature, de montrer à quel point pour atteindre cette écriture plate, blanche, sèche, bah, il faut travailler, retravailler le texte. Et donc elle va aussi en permanence donner des gages de la qualité littéraire de ce travail. Pourtant, elle multiplie les déclarations contradictoires. Je me situe en deçà d'un but purement esthétique, me dit-elle dans un autre entretien. Alors, il est clair qu'elle s'éloigne de l'écrivain pur, hein, engagé dans des recherches formelles, très éloignées du siècle. Mais au moins jusqu'aux années 2000, elle le fait de manière défensive, essentiellement face aux attaques des critiques littéraires, et elle cherche à intellectualiser sa démarche littéraire en revendiquant une approche sociologique novatrice, mais en même temps très perturbante, très perturbatrice pour le champ littéraire, par rapport auquel justement la sociologie s'est constituée. Donc elle va affirmer cette spécificité, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 92, pour se protéger par anticipation des critiques qui sont tentées par une disqualification première du référent qu'elle privilégie, c'est-à-dire les milieux populaires, qui se distinguent de la méthode empruntée, quasi ethnographique, et du style littéraire qu'elle développe, cette écriture blanche sur laquelle il était très difficile de gloser, de faire une exégèse et donc de s'attirer une position distinctive dans l'espace des critiques. En fait, dans ma thèse, j'ai travaillé à la fois sur les conditions de production de l'œuvre, sur la base aussi d'une analyse interne des textes. J'ai travaillé sur les conditions de réception à différents niveaux. Je travaillais sur les réceptions ordinaires, mais pas seulement, je travaillais aussi sur les réceptions critiques, je l'ai dit tout à l'heure, et les réceptions par des médiateurs du livre, des bibliothécaires et des enseignants de français, en particulier ceux qui faisaient figurer Annie Ernaux dans les manuels de français qu'il destinait. Donc ça a été une des surprises hein, de la thèse. Lorsqu'Annie Ernaux était mobilisée dans les manuels d'enseignement de français, dans les lycées, elle ne l'était que dans des manuels en direction des lycées professionnels ou techniques, jamais dans les sections générales. Dans les sections générales, quand on évoque l'autobiographie, on va mobiliser Rousseau, on va mobiliser Sarraute, mais on ne va pas mobiliser Annie Ernaux. Par contre, en lycée professionnel ou technique, on va trouver des extraits d'Annie Ernaux. Donc il y avait là aussi une sorte d'énigme, pas si énigmatique que ça quand même, mais qui m'intéressait aussi. Donc j'ai rencontré aussi les concepteurs de ces manuels. Donc j'ai travaillé en fait sur 3 cercles de réception, hein. Les réceptions critiques, les réceptions d'intermédiaires, on va dire, de médiateurs du livre, et les récepteurs ordinaires. Donc pour revenir sur cette notion d'autosocio-analyse, il s'agit pour l'écrivaine, dans une œuvre qui se présente néanmoins avant tout comme littéraire, de retracer tout au long de ses récits, et dès les premiers, hein, même s'ils sont implicitement autobiographiques, ou explicitement, donc à partir de La Femme gelée en 81 et surtout de La Place en 84, sa trajectoire sociale en faisant un travail de sociologue, c'est-à-dire en fournissant des éléments d'une analyse sociologique de ce parcours sociobiographique et des effets qu'il a produits sur son écriture, et ce, aussi bien grâce aux thèmes qu'elle aborde que dans le style évolutif et auquel elle donne un soubassement sociologique qu'elle construit. Donc c'est une écriture littéraire, certes, mais sociologiquement instruite, où elle cherche à rendre compte de ses conditions sociales de production et celles de ses semblables sociaux, de la position qu'elle occupe dans le monde social, et plus précisément de l'ensemble des positions qu'elle y a successivement occupées, et donc de rendre par des mots une expérience qu'elle estime commune à toute une classe sociale, hein, ce j'ai appelé une communauté de destin épistémique,
Donc elle commence ça dans La Place et on va retrouver ça dans Une femme, où elle dit « J'essaie de ne pas considérer la violence, les débordements de tendresse, les reproches de ma mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son histoire et sa condition sociale. Cette façon d'écrire, qui me semble aller dans le sens de la vérité, m'aide à sortir de la solitude et de l'obscurité du souvenir individuel par la découverte d'une signification plus générale. » Et donc pour cela, elle dit vouloir utiliser une écriture placée au-dessous de la littérature, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles, alors qu'ils auraient ressenti toute recherche de style comme une manière de les tenir à distance. Dans un entretien qu'elle m'a accordé, elle précise « Il y a un retour à une sorte de langue originelle, non pas pauvre, mais une langue réduite pour dire l'essentiel. Quand ma mère écrivait des lettres, c'était les choses, simplement, il n'y avait pas de rhétorique, c'était une langue des choses. » Donc ça, c'est le projet de l'écriture blanche, plate, que j'évoquais tout à l'heure, mais qui exige un travail rigoureux. Donc ce récit a été écrit au cours des 10 mois qui ont immédiatement suivi la mort en avril 86 de sa mère, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et il retrace à la fois la vie de sa mère dans un contexte socio-historique très situé et l'ambivalence des relations qui l'ont liée à elle. Donc le livre est un best-seller immédiat puisqu'il est vendu à 86 000 exemplaires en première édition. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, selon les maisons d'édition plus ou moins grosses, le tirage moyen c'est entre 1500 et 9000 exemplaires. La moyenne pour une bonne vente dans l'édition à l'époque c'est 20 000. La Place a atteint les 90 000 après le Renaudot. Donc 86 000 d'emblée pour Une femme dans l'édition originale blanche chez Gallimard. Des dizaines de rééditions en folio, avec plus de 100 000 exemplaires vendus en folio 10 ans plus tard. Des reprises dans les clubs de vente de livres par correspondance. Une première adaptation au théâtre en 1989, qui est aussi une forme de consécration, et il y en a d'autres depuis. Sans compter les traductions et les ventes dans plus de 25 pays du livre. Ça fait partie des 4 livres d'Annie Ernaux qui ont été les plus vendus et traduits, avec des très gros succès aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et c'est un texte où on retrouve les thèmes présents dans l'ouvrage précédent, La Place, donc la trahison de classe, le déracinement social et culturel des transfuges de classe, la déchirure de classe au sein de la famille, ce tiraillement, cet écartèlement entre deux cultures et deux fidélités inconciliables, la culture populaire familiale héritée, la culture lettrée de l'école acquise, qui va engendrer chez elle un sentiment de double non-appartenance et un habitus clivé. Alors je vais peut-être vous dire quelques mots alors je pensais vous parler un peu en fait des conditions de production du texte et sur le lien qui la lie à sa mère. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer de prendre quelques petits autres points. Déjà revenir sur l'histoire du titre. Les titres, Annie Ernaux y attachent toujours beaucoup d'importance, et c'est à partir de l'attribution du Renaudot à La Place qu'elle va pouvoir avoir la mainmise exclusive vis-à-vis de Gallimard sur les titres. Donc, comme ça avait été le cas pour La Place, le titre qu'elle va choisir pour Une femme en 88 va mettre en évidence aussi les hésitations stylistiques qui sont les siennes. Au départ, elle pense appeler ça Une mère, mais elle en rejette l'ambivalence et elle va opter un temps pour Une ombre blanche, qui lui paraît finalement trop évanescente, trop conventionnellement poétique, je la cite. Et puis ensuite, elle va penser à Le cours de la vie, qu'elle va juger ensuite trop mièvre. Et là, on retrouve ses tentations premières, sa thèse sur le roman surréaliste, le premier manuscrit qu'elle a envoyé, auquel moi j'ai jamais eu accès, qui était inspiré par le nouveau roman, c'est-à-dire une des formes les plus consacrées à l'époque dans le champ littéraire. Donc on retrouve ces hésitations, même si elle a déjà fait des choix au moment de La Place.
Ensuite, elle envisage, en raison de l'influence de l'un de ses référents littéraires, Céline, de faire figurer dans le titre les items voyage ou nuit. En fait, elle y reviendra. Alors, là aussi, il y a deux versions qu'elle donne pour rendre compte du titre qu'elle va donner au journal qu'elle a écrit sur l'agonie en fait, de sa mère. Je ne suis pas sortie de mes nuits, dont on va retrouver ici le titre nuit. Alors, ce titre, hein, je ne suis pas sortie de ma nuit, elle dit régulièrement, elle m'a dit, puis elle le dit dans la presse, que ça reprendrait la dernière phrase que sa mère est écrite dans une lettre adressée à une amie. Mais en fait, il y a d'autres entretiens où on voit qu'elle veut aussi faire une sorte d'hommage à Céline. Elle pense également à une vie qui lui semble à un moment plus adaptée, et puis elle va s'orienter vers une femme auquel au départ elle souhaite ajouter une détermination supplémentaire. Donc ça devient mort d'une femme, mais finalement elle estime que ça contredit la finalité du livre. Et donc elle va retenir une femme, parce que ce titre souligne, donc, je la cite, hein, l'universalité du destin par l'article indéfini. Et ça correspond aussi à sa prétention sociologique qui est très affirmée à ce moment-là, de monter en généralité, aussi pour se poser comme une sorte de porte-parole légitime de son monde d'origine. Dans les pays anglo-saxons, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la traduction, enfin, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup actuellement. Le livre a été traduit sous le titre A Woman's Story. Donc l'ajout d'une qualification au titre original insiste sur la double dimension connotative du substantif story en anglais. D'une part, la forme narrative du récit, l'aspect chronique, et d'autre part, l'aspect récit authentique, véridique, non falsifié, bref, qui relève de l'histoire vraie ou de l'histoire vécue. Cette entreprise littéraire d'Ernaux, qui vise à faire, comme elle le dit, exploser le refoulé social, recouvre des enjeux politiques. L'écriture auto-sociobiographique qu'elle produit a à voir, dit-elle, beaucoup pour elle avec la politique. Hein. On avait fait un entretien à l'occasion de la mort de Bourdieu, à l'occasion de la publication d'un livre d'hommage hein, qui s'appelle Rencontre avec Pierre Bourdieu. Elle avait voulu absolument qu'on fasse toutes les deux un entretien qu'on a appelé « La littérature est une arme de combat ». Donc évidemment en référence avec le film documentaire sur Bourdieu, La sociologie est un sport de combat, où elle mettait en relation son écriture et la perspective sociologique qui était celle de Bourdieu. Donc elle dit il y a un aspect fondamental qui a à voir énormément avec la politique, qui rend l'écriture plus ou moins agissante, c'est la valeur collective du jeu autobiographique et des choses racontées. La valeur collective du jeu dans le monde du texte, c'est le dépassement de la singularité de l'expérience, des limites de la conscience individuelle. C'est la possibilité pour le lecteur de s'approprier le texte, de se poser des questions ou de se libérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le texte d'entretien qu'elle a donné avec Frédéric Yves Janet, qui s'appelle « L'écriture comme un couteau », où c'est probablement le texte où elle met le plus en abîme en fait, les usages qu'elle fait de la connaissance sociologique. En tout cas, l'écriture en particulier autosociobiographique comme elle l'entend, reste pour elle l'acte politique par excellence, même s'il est clair que la dimension politique, elle reste souvent à l'état implicite dans les récits eux-mêmes. Donc, elle le dit, là aussi en entretien, le politique c'est une chose dont je ne parle pas vraiment directement dans mes livres, parce que je ne pars pas d'une position a priori. Mais pour moi, la littérature, c'est une action politique. C'est une action politique, la littérature. L'acte politique par excellence même, c'est quand même l'écriture pour moi, c'est quand même la forme de l'écriture, ma façon d'écrire. Ce n'est pas quantifiable à la présence de signes inscrits, visibles, d'une prise de position politique, mais il me semble quand même que c'est inscrit dedans, dans mes textes, que tout cela nourrit mes textes. Je pense à un texte comme Journal du dehors, il est certain qu'il y a là, on peut dire que c'est d'autant plus fort peut-être que c'est complètement incarné, incorporé dans les gens dont je parle, les réactions que j'ai.
Dans le recueil de textes, enfin le recueil d'entretien avec Janet, elle dit aussi « Écrire est ce que je peux faire de mieux comme acte politique eu égard à ma situation de transfuge de classe. Les différents aspects de mon travail, de mon écriture, ne peuvent pas être dépouillés de cette dimension politique. Qu'il s'agisse du refus de la fiction et de l'autofiction, de la vision de l'écriture comme recherche du réel, une écriture se situant, au risque de me répéter, entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Ou encore le désir de bouleverser les hiérarchies littéraires et sociales en écrivant de manière identique sur des objets considérés comme indignes de la littérature, par exemple les supermarchés, le RER, l'avortement, et sur d'autres plus nobles, comme les mécanismes de mémoire, la sensation du temps, etc., et en les associant. Je ne sais pas si j'ai encore... On veut dégager un moment de discussion avec Charlotte et vous. Bon, alors, je dirais simplement que l'un des principes des réceptions critiques d'Annie Ernaux, c'est pas tout à fait ce à quoi je pouvais m'attendre au départ. C'est-à-dire qu'au départ, je partais d'une idée qui avait été développée avant moi, dans un des premiers travaux qui portait sur la réception de la littérature par la critique journalistique, travail de Joseph Yurt qui date du début des années 80, qui porte sur la réception critique de Bernanos. Et lui, ce qu'il avait mis en évidence, alors Bernanos, c'est un écrivain catholique dont la réception chez Yurt est saisie dans la période de l'entre-deux-guerres, dans un contexte historique donc très particulier. Et Yurt avait mis en évidence que pour comprendre les réceptions critiques de Bernanos, il fallait regarder un peu l'idéologie politique des organes de presse dans lesquels les critiques s'exprimaient. Alors moi j'avais un peu cette idée-là en tête quand j'ai commencé à travailler sur ces réceptions critiques, et ça ne marchait pas du tout. Les réceptions critiques paraissaient extrêmement chaotiques. En tout cas, ce n'était pas un principe idéologique droite-gauche qui fonctionnait, puisque par exemple, elles pouvaient être complètement rejetées, disqualifiées par la presse communiste, type l'Humanité, en particulier les premiers textes, les armoires vides, ceux qui ne disent rien, mais même la place, qui n'était pas très bien reçue, et être encensées par des critiques littéraires de droite, type François de Nourricier, mais beaucoup d'autres, qui étaient écrivains lui-même, partie du courant des Hussards, et qui, dès le départ, pratiquement, avait reçu très favorablement Annie Ernaux. En fait, ce que j'ai réalisé, du coup ça a supposé aussi un travail supplémentaire, c'est qu'il fallait travailler sur la trajectoire sociobiographique des critiques eux-mêmes, et que ce qui se jouait aussi dans la réception critique d'Ernaux, c'est la place des critiques dans le champ. En fait, pour le dire simplement, ceux qui la reçoivent favorablement sont tous comme elle, des transfuges de classe, c'est-à-dire ils sont en situation d'homologie structurale, sociale avec elle. Et c'est ça le principe majeur d'appropriation des ouvrages d'Ernaux dans le champ de la critique journalistique, au moins pour ces ouvrages sociaux. Parce que pour Passion simple et d'autres types d'ouvrages, il y a la dimension du genre aussi qui intervient, des critiques, même si ce qui continue à se jouer, c'est la place des critiques dans l'espace de la critique. Et ce principe de réception, on le retrouve très largement dans le courrier des lecteurs, où elle a dans son lectorat beaucoup de transfuges de classe, et l'identification projective, elle est facilitée par le fait qu'on a affaire à des femmes de la même génération qu'elle, d'origine provinciale ou rurale, avec un petit capital scolaire, souvent des femmes qui sont dans des trajectoires scolaires avortées, pour des raisons diverses, mais qui continuent d'avoir une vraie révérence par rapport à la culture légitime, et qui considèrent un peu la trajectoire d'Ernaux comme un modèle de ce qu'elles auraient aimé atteindre. Et puis il y a toutes celles qui ont à peu près atteint cette trajectoire, qui sont devenues profs de lettres pour l'essentiel, ou profs de sciences humaines et sociales, qui ne sont pas devenus écrivains, par contre, à succès, mais qui s'identifient de façon projective très forte à cette œuvre. Et je précise enfin qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les récepteurs d'Annie Ernaux, que ce soit pour les ouvrages sociaux de l'écrivain, on aurait pu penser qu'ils allaient être plus nombreux que les femmes, mais là pour les ouvrages sociaux, type La place, Une femme, La honte, etc., il y a finalement plus de lectrices qui écrivent à Ernaux, et que, contrairement à ce que la critique journalistique pouvait laisser penser, Passion simple n'est pas juste un ouvrage pour midinette, puisque la majorité des correspondants d'Ernaux pour Passion simple sont des hommes, majoritairement ceux qui lui écrivent, et qu'ils s'identifient, des hommes qui s'identifient à la passion amoureuse décrite par cette femme, mais de l'autre côté, du côté masculin. Donc voilà, je vais m'arrêter
Alors, on va demander à Charlotte de venir, pour qu'elle puisse aussi participer au débat. Et puis, alors je pense, je ne sais pas si oui, on va peut-être changer de micro pour la salle. Voilà. Je ferai passer le micro si vous voulez. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Donc, c'est toujours difficile de poser la première question. À vous. Bonsoir. J'aurais une question sur la réception d'Ernaud à vous poser. Est-ce qu'il y a un moment dans son œuvre où il y a une espèce de reconnaissance critique quasiment totale de ce qu'elle fait? Moi, je pense aux années qui ont été au programme de Cannes il y a 2 ans, à des colloques organisés par des hommes et des femmes sur Annie Ernaux, etc. Elle a été sur la liste du Booker Prize, je crois, cette année. Donc, il y a un moment, il me semble, dans son travail, où elle fait l'objet quasiment d'une reconnaissance sans mélange, non? Ou est-ce que je me trompe là-dessus? Non, non, c'est absolument vrai. Effectivement, le premier colloque organisé sur Ernaux en France l'est par des sociologues, par Fabrice Tumrel. Alors, Tumrel, c'est compliqué parce que c'est un littéraire, mais il va inviter à ce colloque sur Ernaux des sociologues, essentiellement. Quelques littéraires qui font un peu d'analyse génétique, mais il va y avoir essentiellement des sociologues, et plus spécifiquement des sociologues bourdieusiens. Christian Baudelot, par exemple, sera là. Et puis, il y aura aussi des universitaires étrangers comme Lynn Thomas, qui est l'une des premières à avoir travaillé sur son œuvre. Et Annie Ernaux elle-même sera présente à ce colloque. Et ça va être le premier d'une très longue série, pour le coup, donc qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui s'appelle Annie Ernaux, une œuvre de l'entre-deux. Donc on est à la fin des années 90, et c'est à partir de ce moment-là que les colloques universitaires, y compris chez les littéraires, vont se multiplier. Mais les premières thèses de littéraires sont plutôt faites à l'étranger. Et voilà. Mais ce qui va lui apporter la consécration littéraire, clairement, c'est les années. Le point de bascule, il est là, hein, à partir de 2008, effectivement, où il va y avoir une reconnaissance critique unanime, où on va parler du chef-d'œuvre d'Ernaux, et où on va insister aussi sur l'ampleur finalement de ce texte, où là, la dimension sociologique ne posera plus de problème particulier, alors qu'elle est évidemment encore très présente. Alors il y a des choses intéressantes, hein. Par exemple, on va insister sur la longueur du texte. Annie Ernaux, l'une des raisons pour lesquelles elle était aussi brocardée par la critique, c'était les petits textes de la petite Annie, les textes courts, les one-set reading, comme on dit, ça se lit en une fois comme un roman de gare, etc. Donc elle a été comparée à partir de Passion simple à la littérature de gare. J'ai même lu littérature de Sanisette. Il faut voir la violence extrême des réceptions critiques qui sont marquantes, quoi, pour un sociologue. Mais à partir des années, c'est terminé, effectivement. Et puis après, il y a toute l'entreprise éditoriale aussi qui vise à parachever la consécration. Et puis, effectivement, le fait qu'elle faisait partie de cette liste du Booker Prize qui m'a valu aussi d'être pas mal interrogée par les critiques à ce moment-là pour comprendre ce qui s'était passé, en fait. Il y a peut-être le passage au Collège de France aussi chez Compagnon qui a dû... Oui, alors, sauf que c'est beaucoup plus confidentiel. Ça a été plus confidentiel, ça. Une dernière, après j'arrête. Sur la réception du courrier, est-ce que, je pensais à l'écriture comme un couteau, est-ce que les mails, si vous y avez accès, ou est-ce que ça a changé son rapport au lecteur? Est-ce qu'on lui écrit toujours des lettres, ou est-ce que c'est plutôt par mail que ça se passe maintenant? Alors moi j'ai arrêté l'étude de la réception en 98, donc il n'y avait pas de mail. Et puis pour l'essentiel, elle recevait des courriers papier qui transitaient soit par son éditeur qui lui renvoyait systématiquement, soit par son adresse, parce qu'en fait c'est très facile de l'avoir. Voilà, donc, et j'ai arrêté de travailler sur la réception critique en 98, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui. Alors moi j'ai une question pour Charlotte. On a beaucoup parlé de l'écriture blanche ou de l'écriture plate
ou de l'écriture au couteau. Donc quand on adapte Annie Ernaux, comment on fait pour rendre cette écriture? Est-ce que ça vous a posé problème ou est-ce qu'au contraire ça a été quelque chose qui vous a donné envie d'adapter? Déjà, au départ on a appelé ça adaptation et on a changé. Donc on appelle ça variation théâtrale. C'est pas encore tout à fait le bon terme, mais c'est celui qui colle le mieux, tout simplement parce que on n'a pas coupé une seule ligne du texte. On s'est collé à tout le texte. Sur cette question-là, c'est pas l'enjeu de notre travail. Même si je pense que la mise en scène pourrait être appelée une mise en scène blanche. Mais du coup, l'endroit de l'écriture plate ou blanche, pour moi, se situe au niveau de mon écriture à moi, mais pas au niveau du texte ou des acteurs. Parce que nous, j'essaye d'expliquer au mieux, mais comme on est en train de faire ce qu'on fait, c'est compliqué d'en parler bien. Mais le rapport à l'écriture, et je pense que c'est le rapport du théâtre à l'écriture, c'est que nous, en fait, on découvre ce qu'il y a sous l'écriture. C'est-à-dire que on ressent les mouvements d'écriture, les intuitions des acteurs. Donc en fait, j'ai l'impression on fouille et qu'on découvre ce qu'il y a sous l'écriture et que du coup le résultat atteint par Annie Ernaux va être dans la mise en scène mais pas dans le jeu. Même si après dans le jeu, on déconstruit d'autres choses que son écriture déconstruit également, c'est-à-dire sur des clichés, sur des manières d'entrer dans le jeu qui pourraient... Enfin, on travaille sur ces choses-là, mais si vous voulez, au théâtre, l'écriture, l'endroit d'écriture, c'est la mise en scène, c'est pas le jeu. Du coup, c'est plus à cet endroit-là, c'est-à-dire que moi, clairement, je ne cherche pas, enfin, ce qu'elle écrit dans la place, à dire je ne dois pas chercher à faire quelque chose de passionnant, d'émouvant, c'est ma contrainte. C'est-à-dire de dire la mise en scène ne doit pas faire ça. Après, par contre, et ça elle l'écrit aussi, c'est on ne doit pas dire l'émotion mais la produire. Donc si on en produit, c'est tant mieux parce que c'est quand même le but. Mais c'est une émotion qui n'est pas... qui déconstruit les clichés. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Enfin, je sais pas comment mieux le dire, mais... Et ça, c'est ma contrainte. Et c'est la mise en scène, qui du coup est blanche, enfin, si on peut dire ça. Ou plate. C'est-à-dire que moi, je dois m'empêcher... je dois travailler... Enfin, quand je dis m'empêcher, c'est... Mais c'est un peu ça, on est tous dans le travail, dans des choses où tout ce qui pourrait nous venir naturellement de par notre formation, de par ce qu'on voit d'habitude, on cherche à aller ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'on respecte Annie Ernaux. Et donc moi, par exemple, des choses de rythme, je dois déconstruire le rythme le plus commun. Enfin, je sais pas comment expliquer ça mieux, mais et du coup, le travail se situe au niveau de la mise en scène. Voilà. Merci. Et de la lumière aussi, pardon. Non, mais parce que c'est aussi un endroit d'écriture. Et par exemple, on ne fait pas d'effet lumineux. On transpose, quoi, des choses. Je me demandais comment on peut comprendre son rejet de la psychanalyse. Parce que ça, vous avez dit ça tout à l'heure. On n'a pas entendu la question. Comment est-ce qu'on peut comprendre son rejet de la psychanalyse? Alors c'est un rejet en plus viscéral, en particulier parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre de psychanalystes, de psychanalystes médiatiques en plus, comme Tisseron, qui se sont saisis de son œuvre. Elle est moins réticente au travail de quelqu'un comme Vincent de Goléjac, qui travaille sur ce qu'il appelle la névrose de classe, mais qui est un psychologue social. Donc elle est moins réticente à ça. Parce que la psychanalyse renverrait son écriture aux dimensions individuelles, alors que c'est précisément le contraire qu'elle veut faire. C'est vraiment travailler sur des communautés de destin, de groupes sociaux. Et c'est l'idée, voilà, quand elle dit « il n'y a personne dans mes textes »,
voilà, c'est un jeu transpersonnel, et c'est cette dimension transpersonnelle qui l'intéresse. Donc le refus de la psychanalyse, il est... Et certains ont travaillé avec l'inconscient collectif quand même. Il n'y a pas que des... Oui, je crois que son intérêt pour la sociologie, et puis pour une certaine sociologie en plus, fait qu'effectivement il y a une forme de mise à distance. Et puis après, elle part aussi de l'idée que l'écriture qu'elle propose, c'est-à-dire c'est une forme aussi de divulgation de la pensée sociologique, en faisant le coup de l'écriture littéraire, donc qui rend cette sociologie accessible à un public plus large, avec l'idée que la sociologie, bon, c'est un peu l'idée de Bourdieu, hein, qu'on peut discuter par ailleurs, mais qui est de dire, c'est en prenant conscience des déterminants sociaux qui s'exercent sur nous, qu'on leur donne moins de chances de s'exercer. Et donc cette prise de conscience, elle peut être libératrice. Et elle dit qu'elle l'a été pour elle, donc elle espère qu'elle pourra l'être pour ses lecteurs, avec l'idée que c'est une écriture qui peut aussi permettre des formes de pacification, de réconciliation avec les origines sociales, sans passer par le divan du psychanalyste. Voilà. Encore une question, s'il n'y en a plus d'autres. Après, Oui, alors une autre question, si vous travaillez aussi sur le genre, la sociologie des femmes, notamment j'ai vu que vous aviez travaillé sur les écrivaines de langue française d'origine maghrébine ou maghrébine, et notamment sur la question de la honte du corps. Et tout à l'heure, vous avez dit que Annie Ernaux se revendique d'une écriture féministe et non pas féminine. Donc, est-ce qu'on peut être féministe sans... Puisqu'elle parle effectivement du corps, enfin, je pense à ce livre qui est un livre terrible, qui est L'événement. Est-ce qu'on peut dire je suis féministe, mais mon écriture n'est pas féminine? Est-ce que c'est vraiment possible? Là aussi, ça renvoie à des enjeux sociologiques. Hein. Chez Ernaux, la classe prime le genre. Donc elle est très claire là-dessus depuis le début. C'est-à-dire qu'elle pense que les dominations sociales sont premières, qu'elles peuvent être éventuellement redoublées par des dominations de genre, d'où son, on va dire, sa distance avec le féminisme. Elle a milité au MLAC, en particulier quand elle était à Annecy. Mais une fois que le combat contre l'avortement a été gagné, elle s'est détachée un peu de ça. Elle ne se sentait pas à l'aise dans les réunions féministes de l'époque. Elle trouvait que c'était des réunions de petites bourgeoises, etc. Elle le dit tel quel dans les entretiens. Et puis par ailleurs, elle rejette, mais alors là pour le coup, totalement l'idée d'écriture féminine, telle qu'elle a été forgée en France dans les années 70, parce que les anglo-saxons en sont même arrivés à appeler French Feminism. Elle le rejette parce qu'elle considère que si on revendique une spécificité féminine en matière d'écriture, on prend le risque de reléguer les femmes dans un ghetto. Et donc elle dit, il n'y a pas une façon féminine ou masculine d'écrire, il y a peut-être des thématiques qui sont différentes, mais elle rejette effectivement l'idée d'une écriture féminine. Elle se revendique féministe, mais pas dans l'écriture, ou en tout cas elle rejette l'idée d'écriture féminine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si, par exemple, elle partagerait l'idée d'une épistémologie féministe qui est très à la mode en ce moment. Je sais pas ce qu'elle en penserait, mais voilà. Et les écrivaines maghrébines, par ailleurs, sont très très nombreuses aussi à refuser l'idée d'une écriture féminine ou d'une écriture féministe parce qu'elles considèrent là pour le coup le concept comme occidental, sauf celles qui se revendiquent du féminisme islamique, mais moi j'en ai très très peu rencontré en fait. Elles s'expriment plutôt en arabe qu'en français. Moi, j'ai travaillé sur les francophones. Voilà, donc elles rejettent aussi ça parce qu'elles ont peur d'être enfermées dans un ghetto infralittéraire qui les renverrait à leur corps de femme. Et aussi, parce que c'est souvent l'autre versant, à l'autobiographie. Il ne faut pas oublier que l'autobiographie fait vraiment partie des genres dominés dans l'espace littéraire. Or, ces écrivaines maghrébines, elles cherchent à s'y faire reconnaître, sachant que la difficulté pour elles, pour les francophones en tout cas, c'est pour être reconnues dans leur espace national de production, il faut déjà qu'elles soient reconnues en France. Donc voilà, et elles sont un peu coincées parce que les éditeurs français, surtout pour les Algériennes pendant la décennie noire, leur demandent de produire des écrits exotiques, un peu orientalistes,
ou bien qui insiste sur les violences subies, etc., et qui les cantonne, du coup, dans le registre autobiographique. Donc elles essayent de résister aussi à ça comme elles le peuvent. Oui, d'autant qu'une écriture féminine, ça renverrait, de toute façon, implicitement et explicitement, à des clichés. Oui, je dis une écriture féminine, dans l'esprit du public et des critiques, ça renvoie automatiquement à des stéréotypes, à des clichés, à de l'affect, enfin tout ce que refuse Annie Ernaux, je pense. Oui, puis là, dans ce cas spécifique, c'est que ça exclut les écrivaines maghrébines de la littérature universelle. Et elles prétendent à ça, en fait. Elles ne veulent pas qu'on appréhende leurs textes sous l'angle de textes écrits par des femmes. Je trouve que cette posture se défend. Je peux juste dire un truc sur ça. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué, alors je crois que c'est dans l'écriture dans un couteau, comme un couteau, où elle dit j'écris pas avec mes seins ou mes fesses, j'écris avec ma tête. Je trouve que c'est pas mal comme réponse. On retrouve l'équivalent chez les maghrébines. Moi, j'en ai une qui m'a dit on ne fait pas d'écriture avec ses organes génitaux. Voilà. On a encore un peu de temps. On a encore On une avait question. tellement peur de déborder, on a encore un peu de temps. Oui, voilà, on a encore une question. Un peu, oui, 3 minutes. Bonjour. Tout à l'heure, vous vous êtes freiné en fait vous-même par peur de manquer de temps sur les conditions d'écriture. Donc le temps de la place et de toutes les œuvres d'Annie Ernaux. Donc est-ce qu'ici en fait on fait face visiblement à une œuvre qui a des conditions d'écriture banales, au contraire des conditions d'écriture qui sont plutôt originales comparées à d'autres livres du même genre ou du même auteur? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question en fait. Oui, parce que j'avais sélectionné dans Une femme tout un tas de passages en fait où Annie Ernaux cherche à désingulariser l'expérience de sa mère en la mettant en relation avec la sienne, c'est-à-dire comment cette mère qui l'a poussée aux études a en même temps entraîné et été l'un des artisans majeurs de cet éloignement de classe de sa fille. À un moment dans Une femme, elle dit parfois ma mère avait en face d'elle une ennemie de classe et en même temps elle a participé à ça, c'est-à-dire qu'il y a un surinvestissement maternel dans les études de sa fille avec une forme de promotion sociale qui n'a pas été possible pour elle jusqu'à ce qu'elle, comme elle l'aurait souhaité, puisque au départ elle ne voulait pas être commerçante, elle voulait être vendeuse de magasins, de grands magasins. Qu'on appelait à l'époque les demoiselles de magasin. Donc elle voulait être ça, ça n'a pas été possible, elle va reporter cet espoir de promotion sociale sur sa fille, et en même temps, ce faisant, elle va contribuer à éloigner cette fille. Donc d'où aussi toute l'ambivalence de leur relation. Et quand Ernaux évoque ça, elle essaye à chaque fois de désingulariser et l'expérience de sa mère et la sienne pour la rendre emblématique finalement d'autres types de trajectoires. Et c'est ce que ces lecteurs, notamment ces lectrices, perçoivent avec toutes les formes d'identification projective qu'on va retrouver dans le courrier des lecteurs d'Ernaux, qui est très riche pour ça, parce que c'est aussi pour ça que ça a été possible de l'exploiter sociologiquement, parce que moi j'en ai fait une double analyse quantitative et qualitative. Ça a été facile à objectiver sociologiquement, tant les mentions de l'origine sociale de la lectrice ou du lecteur qui écrit, son âge, la profession de ses parents, de son conjoint, les différents métiers exercés, le niveau de diplôme, le type d'études, etc., sont constants dans les lettres, parce que les lettres fonctionnent comme une sorte de don reversé. C'est-à-dire qu'il y a une identification projective. En général, les lectrices remercient Annie Ernaux d'avoir brisé leur solitude, en leur montrant que ce qu'elle vivait finalement n'était pas un cas exceptionnel, c'était un cas parmi d'autres, qu'elle faisait partie d'une communauté plus large, et donc à la manière du don reversé, elles mettent aussi en scène,
parfois des formes ernausiennes, on va dire, leur propre trajectoire, et elle la donne, c'est vraiment l'idée du contre-don à Annie Ernaux. Donc c'est bien parce que finalement ces formes de désingularisation des trajectoires fonctionnent auprès des lecteurs, que cette identification projective est si forte en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça me fait penser à juste une chose. Enfin, je rebondis juste là-dessus parce que moi je sais que Annie Ernaux, c'est une vraie rencontre pour moi. Je l'ai lue en 2015. J'ai pu lire que ses livres pendant 3 ou 4 ans, enfin 3 ans et demi. Et au niveau de l'écriture et de son... Enfin, il se trouve qu'elle a toujours travaillé. Par ailleurs, elle était... Enfin, ça veut dire qu'elle n'appartenait pas totalement au champ littéraire. C'est-à-dire qu'elle a toujours eu un salaire, qu'elle ne dépendait pas de la vente de ses livres pour vivre. Et... Comment dire? Ça veut dire que ça permet aussi des choses de faire ça, parce que ça veut dire que... Enfin, comment l'expliquer? On ne dépend de personne pour faire ce qu'on fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elle... Enfin, après, bien sûr, il faut être édité, ça n'empêche pas toutes ces questions-là, mais j'ai l'impression que c'est aussi très important. Pour faire ce qu'elle a fait, elle avait une position d'indépendance. Enfin, je sais, enfin moi, je trouve que c'est important parce que moi, ma position en tant que créatrice, c'est-à-dire que si des programmateurs ne me programment pas, les spectacles ne sont pas joués. Et que, du coup, pour vraiment tenir des points sans vouloir plaire, sans vouloir tout ça, c'est quand même des choses... Enfin, il faut tenir des endroits de travail, quoi. Et nous, pour l'instant, par exemple, la manière d'être indépendant, c'est d'aller jouer au Festival d'Avignon, qui est le plus gros marché théâtral. Mais au final, c'est une posture d'indépendance parce qu'au moins, on peut jouer notre pièce 20 fois. Mais bon, on doit payer pour jouer. Mais enfin, bon, je rapproche ça parce que c'est une vraie question. Moi, il y a des fois, je me dis, peut-être qu'il faudrait que j'ai un autre métier. Comme ça, je ferai ce que je veux. Mais ça n'enlèverait pas la problématique de pouvoir montrer le travail. Mais... Enfin, je trouve que ça, dans la production de l'œuvre, c'est, je pense, une dimension importante, à mon avis. On va arrêter là. Vous voulez dire un dernier mot Juste, Cécile. Alors, un tout petit mot. Oui, un tout petit mot très rapide pour rappeler, donc, parce qu'ils sont arrivés un petit peu en retard, que nous avons des livres en vente grâce à la librairie du Labyrinthe, que notre prochain rendez-vous, c'est lundi à la Comédie Picardie avec Jacques Darras, et puis surtout, remercier Charlotte et Isabelle pour leur conférence et leur disponibilité aux réponses. C'était vraiment très enrichissant, encore merci, et merci à la Maison du Théâtre de nous accueillir.